Nous allons parler accompagnement des aidants et prévention de la perte d'autonomie avec Christine Lamidel, qui est la fondatrice et directrice générale de Tilia. Bonjour Christine. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis présenter Tilia. Mhm. Donc, je suis Christine Lamidel, je suis collaboratrice du groupe BNP Paribas. Je suis intrapreneur parce que j'ai eu l'occasion de proposer le projet Tilia au sein de mon entreprise et de le développer. Mais je suis également aussi maman de 3 enfants et donc je suis aidante parce que un de mes fils est dyslexique et puis j'ai été aidante auprès de ma grand-mère sur sa fin de vie. Ce qui fait que j'ai été exposée à ces problématiques que vivent les aidants aujourd'hui et donc mener de front vie professionnelle, activité professionnelle, mon rôle d'aidant et puis vie personnelle. Voilà. Question qui me vient, quand vous avez proposé Tilia au groupe BNB Paribas, l'idée a été reçue comment? Écoutez, aujourd'hui, c'est vrai que BNP Paribas est un groupe très engagé qui est un acteur auprès de ses clients à tous les moments de leur vie et très engagé sur des projets à impact sociaux, environnementaux. Et c'est vrai que l'idée de pouvoir encourager ce type d'initiative a été très bien reçue. Euh, c'est un peu au travers justement de ce programme d'intrapreneuriat qui est porteur d'innovation qui m'a permis en fait de développer le service. Et alors, question suivante que j'ai, c'est pourquoi est-ce qu'une banque comme BNP Paribas s'intéresse à ce sujet? Je vous le disais, aujourd'hui, on accompagne les clients à finalement toutes les étapes de leur vie. On est très en veille sur justement les problématiques sociétales, l'évolution de la société. Et donc, le vieillissement de la population, l'allongement de la vie, fait que c'est un enjeu crucial. Aujourd'hui, nos collaborateurs, nos clients vieillissent. Et donc, dans une posture d'accompagnement des clients sur des services plutôt extra-financiers, semble une réponse pertinente pour s'adapter à la société et D'accord. vraiment être présent au quotidien euh, pour nos clients, pour nos collaborateurs. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous présenter Tilia? Oui, bien sûr. Alors, l'idée, elle m'est venue à la fois par mon parcours personnel. Hein, je vous le disais, j'ai accompagné ma grand-mère sur sa fin de vie, mais également parce que, encore une fois, chez BNP Paribas, on accompagne les clients, les collaborateurs également, mais nos clients tout au long justement de un mariage, l'achat d'un bien immobilier, les études des enfants. Et donc sur le bien vieillir, c'est vrai qu'il manquait encore probablement des services pour faciliter le maintien à domicile. Comme ma grand-mère, 90% des personnes âgées, des seniors, veulent vieillir à leur domicile. Euh, c'est vrai que j'ai vu à quel point c'était compliqué de pouvoir. C'était un peu l'hôpital à la maison finalement pour ma grand-mère. Faire venir un lit médicalisé, un fauteuil roulant, adapter le domicile. Et c'est vrai que toutes ces problématiques m'ont servi pour proposer Tilia à BNP Paribas et de pouvoir également mettre en exergue vraiment le rôle des aidants. C'est-à-dire que, comme moi, d'autres collaborateurs vivaient la même chose et étaient confrontés à justement cette difficulté de dire quand je suis aidant, par quoi je commence, à qui je m'adresse, c'est quoi mon point d'entrée. Et donc Tilia aujourd'hui, c'était ça, c'était de mixer à la fois un point d'entrée humain avec des assistants personnels et puis avoir aussi, puisqu'un aidant, il manque de temps, il manque de coordination, il manque d'identification, en fait, de recommandation des prestataires. Et donc l'idée, c'était vraiment de se dire, je vais pouvoir me reposer, entre guillemets, me soulager auprès des assistants personnels qui vont me mettre en relation avec des professionnels qualifiés, qui vont pouvoir m'assister dans tout ce qui va être prise des rendez-vous, coordination, ce qui manquait aussi parce que, bien entendu, aujourd'hui, le sujet des aidants, il n'est pas nouveau. Les associations, ça fait des décennies qu'elles œuvrent auprès des aidants. Il y a des CLIC, les CCAS, tous les centres de coordination, d'information localisés. Mais ce qui manquait vraiment, c'était aussi de se dire,
quand je suis sur mon lieu de travail, qu'il faut appeler l'infirmière, l'auxiliaire de vie, faire livrer le plateau repas, j'ai besoin d'être rassurée, d'être tranquillisée, que tout se passe bien. Et donc, il fallait aussi retrouver toutes ces informations dans une application partagée avec les proches de l'entourage. D'accord. Dans l'application, on retrouve quoi? On retrouve des conseils, on retrouve l'annuaire j'imagine, quelque chose pour organiser l'ensemble. On retrouve un annuaire avec des services. Alors, on ne voulait pas être une marketplace, un espèce de référentiel de tous les services existants. Le point d'entrée, encore une fois, c'est les assistants personnels. Donc, je vous donne un exemple. Mon proche vient d'être hospitalisé. J'ai besoin très, très vite de m'organiser, de mettre en place pour sa sortie les différents prestataires. Donc, je vais appeler l'assistant personnel qui va pouvoir m'orienter, m'aiguiller. Je vais pouvoir, grâce à lui, faire organiser les rendez-vous, coordonner les différents intervenants. Et puis, ces informations vont se retrouver dans l'application. L'application n'est qu'un moyen, finalement, au service de l'aidant pour retrouver l'agenda partagé, les horaires des rendez-vous, avoir un suivi dans le carnet de vie du passage des prestataires au domicile du proche. Et puis, je vais avoir accès à un simulateur d'aide financière. Parce que, justement, pendant le premier confinement, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait des forts besoins en termes de budget, de finances, pour assister son proche, parce qu'il y a un reste à charge non négligeable aujourd'hui. Les aidants, à 70%, ont 150 € minimum de reste à charge pour prendre soin de leurs proches. Et donc, on a intégré un simulateur d'aide financière pour identifier celles auxquelles je suis éligible. Et puis, je vais retrouver effectivement des rubriques de conseils avec des fiches pratiques, un glossaire, un guide des aidants. Et donc, l'idée, c'est d'avoir comme ça ce principe de partage avec l'aidant référent, celui qui endosse un peu plus ce rôle, et puis également accessible aux proches fragilisés, si lui est équipé également, et puis à 3 membres de confiance. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir effectivement être aidante de ma grand-mère qui habite à 200 km, et puis sur place, il y a la voisine sur le même palier qui, elle, va pouvoir accéder aussi à l'application, va pouvoir s'assurer que les prestataires qui passent bien sont référencés. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir un peu plus de sérénité et puis un gain de temps, de la réactivité, de se dire que c'est un rôle d'aidant qui est très fastidieux, qui est chronophage, et que en pouvant solliciter ces assistants personnels, je vais pouvoir déléguer un certain nombre de tâches. Voilà. D'accord. Précision, conduite, assistant personnel, c'est une personne physique qui, à distance, va s'occuper, Oui. va m'aider dans mon rôle d'aidant pour s'occuper de la personne aidée. Tout à fait. On a, depuis l'année dernière, également fait un partenariat avec Responsage qui rajoute la brique de conseillers sociaux. Donc, en fait, tout au début du parcours, un petit peu, on va pouvoir avoir cette expertise sociale avec un bilan personnalisé avec les conseillers sociaux. Je vais retrouver mon diagnostic dans l'application. Puis ensuite, quand on va être sur de la coordination, je vais pouvoir solliciter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les assistants personnels qui sont également humains et qui sont formés justement à assister les aidants à ces problématiques de fragilité que sont la maladie, le handicap ou le grand âge, parce qu'on interagit sur ces différents domaines. À quel moment un aidant se dit, voilà, je vais utiliser Tilia, et le déclencheur, c'est quoi? C'est la fatigue? C'est je suis éloigné de mon aidé, je ne vais pas y arriver? À quel moment et quel est le déclencheur? Quels sont les déclencheurs? Alors, simplement, je débuterai par aujourd'hui, les aidants, qui sont-ils? Parce que c'est effectivement, les aidants eux-mêmes ne se reconnaissent pas comme aidants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au regard de la loi, est considéré comme aidant une personne qui apporte une aide non professionnelle à un proche qui est fragilisé ou dépendant par la maladie, le handicap ou l'avancée en âge, et de manière régulière et fréquente. Et donc là, il y a eu en 2016 cette reconnaissance de ce statut d'aidant familial. Ensuite, on a eu en mai 2019 la reconnaissance du proche aidant, parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément besoin de lien de parenté pour s'occuper d'un proche. Ça peut être un voisin, ça peut être un ami. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 11 millions d'aidants en France, qu'aujourd'hui, ils ne se reconnaissent pas tous dans ce statut d'aidant,
parce que moi, la première, on accompagne avec mon époux depuis 15 ans notre enfant dyslexique et dysorthographique. À aucun moment, on avait identifié qu'on était aidant. Et en fait, j'ai considéré que j'étais aidante auprès de ma grand-mère, mais moi, on est des parents. Et les parents, c'est dans leur rôle, en fait. Donc, il y a un premier sujet de se dire, les aidants aujourd'hui, il y a des blocages psychologiques. Ils sont dans le déni de leur situation. Et puis, ils sont aussi dans tout ce qui va être blocage psychologique, barrière par rapport à de la charge mentale, la culpabilité. Pourquoi un aidant accepterait-il de se faire aider quand bien même c'est son proche qui est fragilisé par une maladie, par le handicap? Et donc, accepter déjà de se faire aider est un premier des freins. Ensuite, effectivement, c'est parce que bien souvent ils sont à bout, qu'ils sont surmenés, qu'ils ont des choix à faire. Bien souvent, ils se mettent à temps partiel. 45% des aidants ont dû aménager leur temps de travail. Et qu'à un moment donné, on n'est pas des surhommes, des surfemmes, et on ne peut pas tout gérer. Et là, forcément, on a besoin d'être accompagné. D'accord. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils vont faire appel? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Pourquoi est-ce qu'ils vont faire appel à Tilia? Alors, on a plusieurs situations. Je vais vous donner des exemples. Aujourd'hui, on a des collaborateurs qui nous sollicitent suite à l'annonce d'un diagnostic, la maladie d'un proche, l'hospitalisation d'un proche. Il y a une rupture de vie, en fait, il y a une urgence, c'est quelque chose qui se passe dans la vie de leurs proches. Et en fait, voilà, ils basculent dans ce rôle d'aidant, ils sont démunis. Ils ne savent pas à qui s'adresser, ils ne savent pas par où commencer, quelle démarche entamer. Et donc là, dans ces cas-là, puisque nous, on intervient beaucoup en entreprise pour sensibiliser en amont, et ben dans ces cas-là, les salariés aidants vont se manifester auprès de nous en disant j'ai besoin d'aide là maintenant par rapport à ma situation. D'autres, ça va être parce qu'ils accompagnent, donc une autre situation, ils accompagnent depuis une dizaine d'années un parent âgé et atteint d'Alzheimer, et donc eux maîtrisent parfaitement en fait l'accompagnement des aidants, leur rôle. Simplement, ils vont être épuisés parce que ça s'installe dans la durée. Aujourd'hui, on a 60% des aidants qui accompagnent pendant plus de 6 ans. C'est énorme. Ça veut dire que c'est un sujet qui n'est pas ponctuel. On ne peut pas se dire, voilà, je vais être dans une situation comme ça d'accompagnement d'aidants pendant quelques mois et puis ça ira mieux. Donc, je prends un peu sur moi et puis on va s'organiser. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Puis ça représente entre 15 et 20 heures d'aide par semaine. Donc, c'est la fatigue, c'est reconnaître qu'à un moment donné, un aidant, il s'épuise, il ne va plus être forcément aussi performant à son travail, et donc il va être en danger, et donc là, il accepte d'être aidé. D'accord. Parmi les solutions qui sont proposées par Tilia, lesquelles sont les plus demandées? Et est-ce qu'au fur et à mesure de l'aidance, entre guillemets, ces solutions changent et varient? Oui, est-ce qu'il y a des changements au fur et à mesure? Alors, il y a tout un cheminement aussi qui doit être fait en amont, parce que j'évoquais les freins et les barrières psychologiques de l'aidant, mais il y a aussi l'évolution, le cheminement qu'il y a à faire du côté du proche fragilisé. Donc, pour accepter de l'aide, bien souvent aujourd'hui, les proches fragilisés ne veulent qu'une chose, c'est que finalement, ça soit leurs proches qui s'occupent d'eux. Sauf que techniquement, parfois, ce n'est pas possible. On sait l'éloignement pour certains aidants, la moyenne en France, c'est 226 km. Donc, on n'est pas toujours physiquement sur place. Donc, déjà, accepter une aide extérieure, c'est compliqué. Et donc, une fois que l'aidant a accepté d'être aidé, que son proche a accepté aussi une aide extérieure, et dans ces cas-là, ce sont effectivement toutes les sollicitations par rapport aux démarches administratives. On va beaucoup aider sur, par exemple, le dossier de reconnaissance d'un handicap donc, auprès de la MDPH, le dossier de perte d'autonomie par rapport à l'avancée en âge avec l'APA. Et donc, c'est vrai que toutes ces démarches administratives, elles ne sont pas innées, on n'est pas des professionnels. Et donc, quand on est aidant, avoir un premier conseil comme ça auprès des conseillers sociaux, ça va poser un petit peu le plan d'action, les démarches à entamer. Ensuite, on va pouvoir effectivement, on le voit aujourd'hui, solliciter Tilia pour la recherche, par exemple, d'un ergothérapeute qui va permettre
de pouvoir aménager le domicile du proche. Et dans ces cas-là, ensuite prévoir les différents intervenants au domicile. On peut aussi rechercher, par exemple, dans le cas, je l'évoquais, de troubles 10 pour un enfant, tout ce qui va être l'élaboration des différents bilans, travailler sur le plan d'action individualisé, les accompagner sur trouver effectivement l'ergothérapeute, l'orthophoniste, mettre en place les différentes séances. Donc, en fait, on interagit vraiment avec l'aidant et son proche de manière très personnalisée. De la même façon, ça évolue en fonction de la maladie, du handicap. Donc, vraiment, il y a cette temporalité. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un peu un service un peu pick and choose, c'est-à-dire que je vais pouvoir, en fonction de mon besoin, de la situation de mon proche, prendre ce que j'ai besoin. Au début, on va pouvoir, par exemple, avoir des aidants qui vont être enfants d'un parent âgé, mais encore autonome. Et on va pouvoir simplement télécharger l'application pour avoir justement accès au guide des aidants, un petit peu avoir ces conseils de dire en amont de la dépendance, peut-être, est-ce qu'il y a des actions à mener? Est-ce que d'ores et déjà, je peux mettre en place, par exemple, certaines aides techniques avec un ergothérapeute pour mettre une barre dans la salle de bain, dans les toilettes, dans les escaliers, baisser l'aménagement du mobilier dans la cuisine. Donc, vraiment, on veut avoir une solution la plus complète possible, vraiment 360. On va pouvoir aussi, par exemple, aujourd'hui, on accompagne des seniors qui, on a rencontré au Salon des seniors, maintenant, ça fait plus de 2 ans, qui nous ont dit avoir été aidants de leurs proches, qui ont été épuisés par ce rôle et qui nous ont dit maintenant ne pas vouloir solliciter et embêter leurs enfants. Et donc, qui ont pris Tilia en amont d'une éventuelle perte d'autonomie, mais surtout pour continuer à rester autonome. Et donc, qui vont nous solliciter plus sur des aspects de déplacement, donc de mobilité, pour réserver des billets de train, parce qu'ils ne sont pas forcément très à l'aise avec le digital, mais vont pouvoir solliciter les assistants personnels Tilia par téléphone pour un petit peu organiser leurs loisirs, leur vie du quotidien. Et puis, tout le monde n'a pas la chance d'avoir dans son entourage un aidant. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on accompagne aussi, nous, en interne, on dit les aidants d'eux-mêmes, mais en fait, c'est un peu ça le principe de se dire, voilà, je peux être aussi seule, et quand on est isolé, sur qui compter, on a cet assistant personnel à disposition en sollicitation illimitée. D'accord. De votre point de vue, la crise sanitaire que l'on a vécue et que l'on vit encore, elle a changé quoi? Elle a impacté comment les aidants? Oui, alors clairement, ça c'est une grosse problématique et qui a eu des répercussions vraiment fortes sur les aidants. Le premier confinement, il a été très très mal vécu et finalement a mis en lumière les défaillances de notre système de santé, l'accompagnement des aidants. Il est déjà en temps normal essentiel, mais là il a été vital. Il a été, il est crucial. Et donc, c'est vrai que face à cette urgence et cette situation inédite, les aidants se sont retrouvés face à des prestataires de services à la personne qui ne passaient plus au domicile pour éviter justement la contamination. On a eu ensuite des établissements de répit qui n'ouvraient plus, donc des accueils de jour. Certains hôpitaux qui, pour libérer des lits, finalement, ont renvoyé à leur domicile des proches fragilisés. Les aidants se sont vus cohabiter de manière brusque avec leurs proches, tout en ayant du coup à continuer leur activité professionnelle. Donc ça a été extrêmement compliqué dans des logements qui n'étaient pas forcément adaptés, des aidants qui se sont retrouvés à devoir faire des actions de professionnels auxquels ils ne sont pas préparés, devoir faire la toilette d'un proche, des soins médicaux. Donc, il y a eu un vrai stress. Aujourd'hui, on sait, parce qu'il y a eu plusieurs études, c'est que 60% des aidants se sont sentis vraiment dépassés pendant la première phase de confinement.
71% ont vraiment éprouvé un sentiment d'isolement et ont été sentis démunis. Et donc, nous, chez Tilia, pendant ce premier confinement, il y a eu vraiment un surcroît d'activité, à peu près 30%. Et notre rôle a été essentiellement d'abord de rassurer, d'orienter les aidants pour pallier l'absence justement du passage des prestataires, des auxiliaires de vie, des infirmières. Et puis, très, très vite, de pouvoir les aider à organiser la suite, à retrouver des prestataires, des professionnels qui exerçaient encore, et vraiment de pouvoir continuer de proposer un niveau de vie acceptable, une qualité de vie acceptable pour leurs proches. De nombreux aidants ont eu, par exemple, en tant que parents, on avait déjà l'école à la maison pendant ces 3 mois de confinement, mais des parents d'enfants autistes avec des troubles, des handicaps lourds, ont eu une rupture de vie dans leur rituel, et donc se sont retrouvés vraiment en situation très délicate, confrontés parfois à de la violence, à des situations très, très, très complexes à gérer, vraiment et les aidants se sont retrouvés en détresse. Et quand aujourd'hui, on nous dit, mais avec le télétravail, c'est une solution parce que je suis au domicile avec mon proche, non, c'est tout l'inverse. Le télétravail n'est pas la panacée, c'est que pour un aidant, il a vraiment besoin de pouvoir avoir cette soupape un peu de décompression, de pouvoir se rendre sur son lieu de travail, d'échanger, d'être dans un autre milieu que son domicile, d'avoir un lien social est primordial. Et ça, justement, cette rupture, elle a été encore plus violente parce que voilà, ça a accumulé tous ces aspects. Donc, un contexte extrêmement douloureux, difficile, une projection des aidants dans un rôle encore plus compliqué à gérer. Est-ce que la situation actuelle s'est améliorée, ne serait-ce que parce qu'en fait, ils ont l'expérience, ils ont vécu? Alors, je crois que c'est effectivement... tout le monde a participé. Je vois tout ce qui a été fait avec les partenaires, les services à la personne se sont très, très vite mis en ordre de marche, et ça a été très... ça a été visible très, très rapidement. Je veux dire, même entre voisins, il y a eu un élan de solidarité. Et c'est vrai que les aidants ont vu la différence. Je pense que les gens se sont aussi habitués et donc ont pris leurs dispositions. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt la durée qui fait que tout le monde est épuisé. Je veux dire, aidant ou non aidant finalement. Mais en tout cas, tout l'écosystème a réagi pour faire en sorte que les soins soient toujours assurés, trouver des solutions un petit peu pour pallier à ça. Autre question, comment est-ce qu'on accompagne des personnes âgées, des seniors qui ne sont pas encore en perte d'autonomie? Alors, ça, c'est essentiel, selon moi, justement être dans une démarche d'anticipation de la perte d'autonomie, de prévoyance. C'est-à-dire que l'idée initiale de Tilia, c'était de se dire, on va agir sur le bien vivre et le bien vieillir, sur la facilitation du maintien à domicile. Sauf que, il y a 4 ans, quand j'ai imaginé Tilia, les seniors qu'on interrogeait ne voulaient pas être stigmatisés, ne voulaient pas un service qui leur soit dédié et qu'on leur impose quoi que ce soit. Et donc, c'est pour ça qu'on a pivoté sur les aidants, parce qu'en fin de compte, c'est les aidants qui avaient besoin d'aide pour faciliter le maintien à domicile. Aujourd'hui, il y a un revirement, c'est-à-dire qu'on voit, puisqu'on accompagne des clients de BNP Paribas, il y a de plus en plus sollicitations de seniors, plus ou moins âgés, j'évoquais ceux qui ont à peu près 70 ans, qui ont été aidants, qui ont pris la décision de nous solliciter pour plutôt des aspects un peu loisirs, un peu du quotidien. En revanche, on a de plus en plus de sollicitations de seniors de 85 ans qui sont seuls, je vous le disais, qui n'ont pas d'entourage.
et qui se disent que c'est aussi un moyen de les mettre en relation avec des professionnels de confiance. Parce qu'aujourd'hui, nous, on travaille avec un écosystème de partenaires qui interagissent sur tout le scope, donc que ce soit les services à la personne, la téléassistance, des ergothérapeutes, des infirmiers, en tout cas, pour vraiment avoir, encore une fois, le plus large prisme. Et donc, ça, c'est rassurant de dire que nous, les partenaires en plus avec lesquels nous travaillons, ce n'est pas des accords financiers, hein, on les recommande parce qu'ils ont signé une charte qualité et que ce sont des acteurs de confiance. Et donc, en revanche, on peut aussi recommander des prestataires avec lesquels d'autres familles travaillent. Donc, ça, c'est, je pense, une valeur essentielle, vraiment une valeur ajoutée que propose Tilia. Après, le côté pour les seniors applicatifs, il ne vient pas tout de suite, en fait. Et c'est vrai que ce qui est par contre intéressant, c'est par la suite, quand on bascule dans la dépendance, de se dire que toute ma famille va pouvoir avoir accès finalement à cette application et avoir le même niveau d'information. Bien souvent, dans une famille, on a effectivement l'aidant référent qui endosse un peu plus le rôle, mais les autres membres de la fratrie ou de la famille ont également besoin d'avoir ce même niveau d'information, de transparence. Et puis, ont besoin aussi d'être tranquillisés sur le bien-être de leurs proches. Et donc, ça, c'est aussi essentiel. Et enfin, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas des retours que nous avons avec nos clients, c'est que les seniors, parfois, ils ont tendance effectivement, pour certains, à minorer justement leur perte d'autonomie, à ne pas avoir envie d'avoir recours à un prestataire extérieur. Et en fait, ils ont envie de maîtriser, d'être finalement acteurs de leur bien vieillir. Et donc, c'est pour ça que de plus en plus nous sollicitent pour les aider. Voilà. Et ce n'est pas l'idée de faire forcément à leur place, mais simplement de les accompagner également. Voilà. Enfin, dernière question, quel conseil vous donneriez pour se lancer sur ce secteur? Alors, c'est vrai que je me rappelle que bien souvent on dit, parce que ça part d'expérience personnelle, et là en l'occurrence, moi c'est un peu l'élément déclencheur, c'était l'accompagnement de ma grand-mère, c'est que ma grand-mère n'est pas le marché. Donc en fait, il faut bien avoir en tête de s'assurer, nous aujourd'hui on a développé Tilia en méthode agile, en méthode Lean Startup, donc un mode itératif qui nous permet de consulter très régulièrement nos clients, nos utilisateurs pour faire évoluer notre service. Et donc dans ces cas-là, on développe vraiment des spécificités, des fonctionnalités qui répondent à leurs besoins. Et donc là, vraiment, je pense que le premier conseil, c'est s'assurer d'avoir bien identifié les besoins, que ce soit des besoins et sa cible. Et de pas considérer qu'effectivement ma grand-mère n'est pas le marché, et donc du coup que c'est pas parce que j'ai rencontré moi une problématique non résolue à l'époque que finalement je vais intéresser finalement toutes les personnes âgées ou tous les aidants. Donc bien connaître également en deuxième point sa cible, et puis être à l'écoute beaucoup de ses utilisateurs, de ses clients pour tester et expérimenter. Ce qui est essentiel, c'est que le client, l'expérience client, et le client est au cœur de notre dispositif. C'est-à-dire qu'on doit venir en aide, on doit avoir un impact social, on doit proposer des solutions pour pallier justement le manque parfois de dispositifs mis à disposition au niveau de l'État, au niveau voilà. Et donc il faut bien avoir en tête de travailler main dans la main avec ses utilisateurs, être à leur écoute. Et puis enfin, intégrer l'écosystème de la silver economy en l'occurrence, le milieu associatif, parce qu'on travaille encore une fois, pareil, main dans la main pour pouvoir apporter et répondre de manière la plus complète finalement
pour résoudre cet enjeu social, sociétal. Et donc, ça veut dire avoir des prescripteurs, avoir des partenaires de confiance. Voilà, c'est également essentiel. D'accord. Une conclusion à l'émission? Bah, écoutez, nous, ce qu'on espère, c'est vraiment pouvoir participer, apporter une pierre à l'édifice, justement pour répondre à ces problématiques. Moi, je considère que vraiment, c'est un enjeu majeur, crucial, d'autant plus important au sein des entreprises aujourd'hui. On n'a pas forcément évoqué le sujet des collaborateurs aidants, mais qui est essentiel, encore une fois, aujourd'hui pour le maintien des temps de vie, la conciliation des temps de vie. Il est essentiel aujourd'hui que les RH intègrent, au même titre que dans leur politique de diversité, de politique de conciliation des temps de vie, cet aspect des aidants, qu'ils puissent apporter des dispositifs à leurs collaborateurs. Vraiment, il est essentiel de s'emparer du sujet. Voilà. Merci. Merci Christine Lamidel. Je rappelle que vous êtes fondatrice et directrice générale de Tilia. Merci beaucoup. Merci Frédéric.